Donc, j'aimerais pouvoir dire que cette présentation s'autodétruira à partir de janvier 2012 pour être remplacée par un rapport plus complet. Donc, j'aimerais recueillir évidemment vos commentaires et sensibiliser à la venue du matériel électronique qui s'en vient. Donc, on va passer cette diapo que les livres numériques, c'est une évolution du livre, du manuel scolaire. Donc, dans un livre, normalement, lorsqu'on prend un livre de lecture ou un manuel, on s'attend à pouvoir mettre des signets, faire de la recherche qui est en format électronique et à l'occasion du surlignage. Si on parle d'un manuel scolaire, là, nos exigences augmentent. On veut qu'il y ait du multimédia, on veut qu'il y ait des hyperliens, on veut pouvoir extraire une partie de l'information légalement, on s'entend toujours, et ajouter des notes, des commentaires lorsque l'enseignant donne des indications propres. Maintenant, est-ce que les étudiants préfèrent le format électronique ou le format tablette, format papier ou autre? Une étude américaine a démontré dans 2 universités que 85% des étudiants ont préféré le livre manuel en format papier. Si on décortique l'étude, on se rend compte que la raison qui revient tout le temps, c'est qu'avec ma tablette Kindle, je ne suis pas capable d'écrire des commentaires que l'enseignant me donne. Je ne suis pas capable de souligner, de mettre des notes sur les pages. Donc, vous avez le lien, vous pourrez explorer cet aspect-là. Maintenant, on va parler des principales initiatives qu'on trouve dans le monde. On va commencer par les plus récentes en se dirigeant vers les plus anciennes. La Corée, en juillet 2011, a annoncé que pour tous les élèves du primaire, il y aurait des manuels numériques, une tablette numérique, et pour desservir le contenu, que Pierre-Julien parlait tantôt, ils vont mettre en place un système de cloud computing, donc informatique en nuage, pour que ça soit accessible de partout. Jusqu'à maintenant, c'est la seule initiative que j'ai trouvée où on adressait le problème dans son ensemble. Manuel, instruments de lecture et également diffusion. En Floride, février 2011, les responsables du ministère de l'Éducation ont proposé de faire un peu la même chose, mais de façon moins complète pour les élèves de la maternelle à la 12e année, en priorisant ceux du secondaire. Si on se rappelle bien la diapositive précédente, c'était les élèves du primaire qui étaient favorisés. Donc, on commence avec le début et on progresse. Cette fois-ci, on utilise les élèves du secondaire. Donc, on veut avoir du matériel numérique pour eux. C'est parti d'une proposition, en tout cas, d'une expérience dans une école secondaire en Floride, où on a distribué, au lieu des manuels scolaires, des tablettes Kindle aux élèves. Donc, en lieu et place des manuels scolaires. À la suite de ça, 6 mois après, le gouverneur propose, lui, que pour l'année scolaire 2014-2015, vous remarquez que l'année scolaire 2014-2015 ressemble encore semble être une étape charnière, 2015, pour l'introduction du matériel numérique. Donc, on l'a encadré, on la retrouve en Floride, et c'est basé sur une expérience qui a été faite en distribuant ça. Californie, juin 2009. Donc, le gouverneur annonce l'initiative lancement manuel numérique. Donc, à la suite de ça, il annonce également que dès l'automne de la même année, on fournirait aux écoles un ensemble de listes approuvées de manuels scolaires numériques en mathématiques et en sciences. Parce que c'est le domaine le plus facile, c'est le domaine le plus abondant, c'est le domaine dans lequel on trouve aussi beaucoup plus de matériel libre. 2 plus 2, dans n'importe quelle civilisation, ça fait 4. Donc, des sciences exactes, ça a quand même son utilité. France, 2009, très intéressant, large expérimentation des manuels numériques dans 21 départements et 12 académies. Pourquoi 21 et 12? Tout simplement parce que c'est basé, le matériel numérique était hébergé dans l'académie sous forme des environnements numériques de travail. Suite à ça, les inspecteurs généraux, donc ceux qui sont au-dessus des inspecteurs en France, ont fait une étude sur cette expérimentation-là. Vous avez le lien pour consulter l'étude. Donc, ce qui ressort principalement, la principale critique qui revient presque tout le temps, les temps d'accès sont beaucoup trop longs. Donc, on passe notre temps à attendre constamment avec l'affichage. Là, on remarque l'intérêt de la Corée. Je ne sais pas si on basé sur cette étude-là, mais vous avez remarqué tantôt, ils vont mettre un système de cloud computing pour desservir cet ensemble-là, pour régler le problème, parce qu'il faut y accéder. À l'école, ça peut aller assez bien. On est dans un système de réseau fermé. Mais dès qu'on est à l'extérieur de l'école, on a un problème d'accès. Les formats maintenant et les normes internationales là-dedans. Commençons par les formats. Si vous regardez sur Wikipédia, c'est classé en 3 formats. Le format numérisé. Donc, on a un contenu, on a un livre, on fait un PDF.
Donc, on a un format numérisé. On parle de manuel numérique. Manuel numérique, on l'a dit tantôt, on s'attend de trouver des fonctionnalités supplémentaires. On veut du multimédia, entre autres. Et enfin, ce qui est le plus intéressant, qui rejoint aussi les conférenciers précédents, c'est le manuel interactif ou personnalisé. Ça permet à l'enseignant, à partir d'un contenu, de l'utiliser tel quel, d'utiliser une partie, d'en modifier une partie, de le passer à d'autres, et tout ça, c'est libre de droit. Je vous incite à consulter le site livrescolaire.fr où on explique en même temps pourquoi une entreprise privée peut réussir à faire ça, le mode de commercialisation utilisé. Les normes internationales, ça résulte toujours de consensus. Donc, plus petit commun dénominateur. Je vous rappelle que, supposons que quelqu'un des membres au Québec siège sur ce comité-là, il va vouloir avoir des accents français. Il va dire, nous, on écrit de gauche à droite. Les Arabes vont dire, nous, mais on écrit de droite à gauche. Et des peuples asiatiques vont dire, nous, on écrit de manière verticale, de haut en bas. Donc, si on veut arriver à une norme internationale, il faut que la norme puisse supporter l'ensemble des caractéristiques linguistiques de différents pays. Donc, c'est complexe à ce niveau-là. Mais une fois que c'est établi, le produit, le contenu, le produit, la tablette, l'ordinateur, donc, qui respecte ces normes-là, ça devient exportable, ça favorise la libre circulation des produits à ce niveau-là. Donc, d'où l'importance des normes internationales. Maintenant, on arrive à la norme IPOB qu'on a entendu parler, que vous avez entendu parler beaucoup depuis le début. Donc, il y a une nouvelle norme, on est rendu à IPOB 3 maintenant. C'est très récent, c'est 11 novembre que ça a été adopté. Donc, essayez de vous trouver du contenu pour IPOB 3. Forcément, la norme vient d'être adoptée, il n'y a pas de contenu. J'ai seulement trouvé un exemple, une simulation que je n'ai pas mis, parce qu'une simulation, ce n'est pas quelque chose vraiment de concret. On peut manipuler une simulation comme on veut. L'important, c'est de se rappeler qu'Amazon, que son propre système, depuis longtemps, songe à se diriger vers le format IPOB, qui est une norme internationale. Donc, on se rend compte que certaines normes sont très adoptées. Quelques caractéristiques d'IPOB 3. Ça a été mentionné tout au long de la journée. HTML5. Donc, la vidéo qui s'intègre. Problème de flash qu'on a parlé. MathSML, ça permet d'écrire des formules mathématiques sous forme de texte et non pas simplement de prendre des formules complexes mathématiques. On est obligé de les découper, de coller une image et ça augmente le temps de téléchargement et la flexibilité, la modification du contenu. Le support SGV, ça permet de dessiner des formes. Donc, encore une fois, au lieu de découper et de transmettre un paquet de pixels totalement inutile, on transmet simplement les instructions pour dessiner la forme. Les principales améliorations entre IPOB 2 et IPOB 3. Donc, IPOB 3, c'est une navigation, ça ressemble à une page web. On oublie la navigation linéaire qui est passablement ennuyeuse et on se déplace comme dans une page web. Ça permet d'insérer davantage de métadonnées pour référencer le contenu. Et il y a vous avez aussi, sur le lien qui suit, la liste des principales transformations, différences entre IPOB 2 et IPOB 3. C'est intéressant à lire, entre autres, qui va permettre de supporter la lecture en même temps que l'audio du texte qui est lu. Est-ce qu'IPOB est utilisé? Donc, je me suis amusé pour avoir quelque chose de concret, de vous répertorier un certain nombre de formats IPOB. J'ai principalement regardé dans les formats d'IPOB publiés qui sont gratuits. Donc, vous avez des exemples. On parle au-dessus de 18 000 livres publiés en France dans le format IPOB. Au Québec, vous avez 2 sites, dont puis il y en a d'autres aussi qui sont pas mentionnés. Ceux-là ont l'avantage que lorsqu'on rentre sur les sites, on peut sélectionner « je veux seulement du EPUB »,« je veux du PDF » ou ça me permet de choisir entre les deux. Maintenant, dans les discussions, tantôt dans la salle, il y a une personne qui manifestait une frustration. Elle disait « moi, je tenais d'entendre parler, je voudrais voir ». Pas juste entendre, mais voir. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont la même frustration, je vous invite à télécharger, à se rendre sur ce site-là, télécharger un roman en format PDF et le même roman en format EPUB. EPUB 2, on s'entend. Parce qu'EPUB 3 va être disponible au cours de l'année 2012 pour les contenus. Vous allez remarquer que, quelle que soit l'interface avec laquelle vous allez le lire, écran, tablette ou encore iPod, le contenu va s'ajuster automatiquement à la grandeur de l'écran. Donc, ça signifie qu'un producteur fait un seul fichier qui s'adapte à tous les appareils de lecture qui vont sortir. Donc, vous changez les fontes, vous augmentez considérablement la fonte et jamais le texte va déborder de l'écran.
il va s'ajuster automatiquement, il va se reformater à une vitesse assez grande. Donc, je vous invite à faire le test, c'est intéressant. À ce sujet-là, j'aimerais savoir, parmi vous, combien ont déjà lu un livre en format EPUB? Bon, intéressant. Maintenant, les protections de contenu. Donc, en éducation, si moi, je suis un producteur de contenu, un éditeur, je vais pouvoir protéger mes contenus. Donc, les normes, c'est GDN en français, DRM en anglais. Donc, c'est une série de mesures technologiques qui visent à empêcher la copie ou restreindre la copie. Le problème, c'est qu'il y en existe plusieurs de ces mesures-là. Et chaque mesure nécessite généralement l'installation spécifique sur l'appareil de lecture d'une des clés pour supporter ce système de protection-là. Donc, on parle primaire, secondaire, un ordinateur pour 4-5 élèves, 900 000 élèves. Supposons qu'on a 5 éditeurs qui choisissent 5 systèmes de GDM différents. Regardez la tâche que ça va impliquer. Donc, il y a peut-être intérêt à s'entendre sur, si on utilise des GDM, d'utiliser les mêmes. Les principaux. Vous avez la liste des principaux à cette URL-là, et on remarque que le seul format qui n'a pas été craqué encore, c'est le format Fairplay d'Apple. Pourquoi? Parce qu'Apple vous oblige à changer une mise à jour de votre iTunes à tous les 15 jours. Donc, il change les clés à tous les 15 jours. Vous demandez pourquoi il y a ce n'est pas des modifications, c'est des systèmes de protection qui se mettent à jour régulièrement tous les 15 jours. Donc, c'est pour ça qu'il résiste. Donc, pourquoi craquer un système quand il sera plus bon dans 15 jours? Maintenant, on peut retrouver aussi sur Google différentes recettes pour craquer les GDN. Donc, j'ai pris un exemple qui est assez vieux, j'espère qu'il ne fonctionne plus. Le but, ce n'est pas de vous faire craquer des systèmes. mais quand même, vous allez voir dans cet article-là que même le format Kindle d'Apple des livres, il y a énormément de recettes pour enlever les GDM et l'utiliser comme vous voulez. Donc, on peut se poser des questions sur la rentabilité réelle d'installer des GDM. Il y a toujours la crainte, mais il faut se poser quand même des questions à ce sujet-là. Donc, regardez le site, ils vont vous dire qu'à un moment donné, que certaines recettes pour craquer des GDM sont plus faciles à utiliser que la recette pour installer le GDM sur chacun des postes. Donc, en 2008, Amazon a enlevé ses GDM sur ses fichiers de musique. On se rend compte maintenant que les GDM, ces fichiers de musique, ont été quasiment enlevés presque partout. Donc, pourquoi? Parce qu'ils étaient craqués, tout simplement. Ça coûtait plus cher les maintenir que... Puis, en fin de compte, la meilleure façon d'éviter ce problème-là, c'est d'utiliser la loi et non d'utiliser des systèmes, parce qu'il y a des lois contre la copie. Maintenant, la venue du iPad et autres tablettes, on remarque qu'en depuis 2011, il y a beaucoup d'écoles américaines qui donnent des iPads aux élèves à la place des manuels scolaires. Mais on ne met pas nécessairement un manuel scolaire dans l'iPad. Ce qu'on va faire en carré, c'est la différence. Et maintenant, les prix, donc les prix baissent. Ce qui est intéressant, c'est le lien sur l'Inde où ils ont sorti une tablette théoriquement assez performante à 35 $. Ils prévoyaient au départ la sortir à 10 $. En fin de compte, ils prévoient peut-être la sortir à 20, mais présentement elle est à 35. C'est pour distribuer à l'ensemble des élèves de l'Inde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur un système ouvert. Donc, prenez une tablette à 35 $. Le principal obstacle à la diffusion du manuel scolaire, c'est qu'il faut fournir à l'élève de quoi lire le manuel. C'est numérique. Mais si la tablette est à 35 $, on parlait de coût. Mario Roy, dans un éditorial de la presse récemment, disait que le manuel, les e-books, pas le manuel scolaire, au Québec était à peu près 20 meilleur marché que le format livre. Il disait, par contre, il mentionnait aussi qu'aux États-Unis, il est 3 fois meilleur marché. Donc, il y a un décalage de prix. Vous regarderez aussi dans Protégez-vous du mois de décembre, vous regardez les tablettes numériques et vous regarderez que le format accepté et le format de publication, c'est du EPUB partout, sauf la tablette Kindle. Donc, on se rend compte qu'une norme internationale est très populaire à ce niveau-là. Donc, avec les économies générées sur le manuel scolaire, c'est pour ça qu'on prend juste 20 % sur le manuel d'économie par le format numérique, ça prend 2 manuels pour on paye la tablette. Donc, la tablette, si elle fonctionne, n'est plus vraiment une économie, parce qu'un manuel scolaire, c'est à peu près une centaine de $. 20 %. Donc, 2 manuels, faites le calcul. Donc, les manuels numériques vont... Bon, voilà, c'est terminé. Donc, il y a l'opération open source. Je vous invite à visiter le scolaire. Et merci de votre attention. Et surtout, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, parce que ce travail n'est pas terminé.
Le travail est à peu près à mi-parcours. Donc, merci.